That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un cinéaste extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Il est décédé récemment, le 7 août 2023 pour être précis. C'est un cinéaste américain et dès qu'on prononce son nom, tout de suite, il y a 2-3 films comme ça qui viennent en tête, dont un surtout, c'est William Friedkin. Et pourquoi on va parler de William Friedkin? Parce qu'il y a un livre qui a été publié chez Marest éditeur. D'ailleurs, je salue fraternellement Pierre-Julien Marest. J'espère qu'il va bien. En tout cas, je le salue. Et le livre s'appelle Les démons de William Friedkin. Et vous reconnaissez William Dafoe dans le film. J'ai pas envie de dire le titre français parce qu'il est pas terrible. C'est le titre anglais. Donc c'est Live in. Je me souviens plus. Live in LA. Voilà. Live in LA. Exactement. Et celui qui vient de me corriger, il a raison, c'est Jean Toris, c'est l'auteur du livre, et je suis très content en tout cas qu'il ait accepté de venir comme ça pour taper la discute autour de ce livre. C'est un plaisir en tout cas. Déjà, comment vas-tu après avoir terminé ce bouquin? Très bien, j'ai d'autres occupations qui n'ont rien à voir avec la littérature, donc ça va bien. J'ai exorcisé certains démons moi-même, j'ai l'impression. En tout cas, je vis mieux avec certains démons propres à Friedkin et au cinéma en général. Donc voilà. Pour moi, ça commence à remonter à loin déjà aussi, j'avoue. Donc j'ai une distance actuelle qui fait que bon, j'ai des souvenirs et les sensations actuelles, ouais, l'écriture aide en fait. On part, quoi qu'il arrive, d'une obsession, malheureusement. Et si cette obsession est là, perdure au fil des années, par rapport, évidemment, par rapport au cinéma, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut en faire quelque chose. Donc, exorciser quelque chose, comme chez Friedkin d'ailleurs, c'est pas négatif. Est-ce que Friedkin, c'est quand on pose souvent la question de savoir quel auteur, que ce soit du cinéma ou de la littérature ou de la musique, etc., représente dans sa propre histoire, est-ce que cette question-là, on pourrait la poser te concernant? Est-ce que Friedkin est plus que du cinéma pour toi? Et plus que du cinéma, bon, n'exagérons pas, peut-être. Il y a d'autres grands metteurs en scène. C'est lié à l'enfance, toujours. La découverte avec un auteur. Voilà. On commence enfant à emmagasiner les films, à voir un peu de tout, et un jour, on comprend qu'est-ce que la notion d'auteur, qu'est-ce que derrière un film, c'est le metteur en scène. Pour moi, ça a toujours été le metteur en scène, de toute façon. Donc, on commence à s'habituer à tel metteur en scène, il y a des films de telle façon, tel metteur en scène est obsédé par telle thématique, etc., jusqu'à ce que l'on rencontre un auteur selon notre jeune âge, en fait. Parce qu'il n'y a pas du tout de réflexion derrière tout ça, c'est vraiment instinctif, qui nous parle, et on ne sait pas pourquoi, mais il nous parle. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, on voit beaucoup de films, on lit, on se fait son apprentissage, mais ce sont des auteurs qui restent, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on peut s'en séparer à un moment donné, durant l'adolescence, quand on est parti un peu ailleurs, quand le cinéma dit de genre, par exemple, intéresse beaucoup moins. Mais malgré tout, ces auteurs-là, finalement, ils ne nous quittent jamais, à un point même que on y revient à un moment donné, et on se dit finalement, c'est aussi bien, c'est mieux encore, mais c'est toujours d'actualité et c'est toujours valable. Donc des auteurs comme ça, comme Friedkin, des auteurs qu'il fallait à l'époque un peu dénicher aussi. Friedkin n'était pas affiché comme un maître absolu aussi, donc c'était vraiment personnel. On aimait ou on n'aimait pas.
mais il y avait cette idée de démarche personnelle envers un univers lié toujours à cette découverte. Qu'est-ce que, enfin, un auteur, oui, la fameuse politique des auteurs, que je n'applique plus du tout aujourd'hui, je précise, mais quand on est môme, on n'y réfléchit même pas. On réalise que waouh, ce plan, cette intro, c'est vraiment typique de ce metteur en scène dont j'ai vu le précédent film il y a 2 semaines. C'était au début des années 80 aussi, donc on emmagasinait les films à ce moment-là. Le cinéma, les vidéoclubs aussi étaient très très importants pour les 2 semaines, prendre tout, n'importe quoi. C'était pas interdit au moins 18 ans, on s'en foutait. Voilà. Mais tu dis très joliment qu'à un moment, un auteur te parle. Pour Friedkin, dans le cas de William Friedkin, est-ce que il t'a murmuré quelque chose, il t'a susurré ou il t'a hurlé dessus? Je crois qu'il m'a susurré quelque chose, plutôt. Le premier film de Friedkin, comme quasiment tout le monde, en fait, c'était L'Exorciste. J'étais très jeune quand j'ai vu L'Exorciste. J'avais déjà vu pas mal de films de genre, d'épouvante ou autres auparavant. Et le film m'a pas effrayé, mais il m'a. À l'époque, je pouvais pas du tout exprimer quelle sensation avais-je ressenti face à L'Exorciste. Avec le recul, je me dis que peut-être pour la première fois, j'y croyais. C'était quelque chose de plausible. Il y avait quelque chose de réel dans tout ça. Je ne crois pas du tout aux démons, ce genre de choses. Mais là, il y avait l'idée que cela peut arriver dans la chambre d'une enfant, donc dans la chambre d'à côté, chez soi. Le démon rentre soudainement dans une famille propre, pas propre. Cette idée de réalité, je pense. Avec le recul, c'est ce qui m'a en premier lieu touché, je pense, dans L'Exorciste, que je retrouvais évidemment, comme tous ceux qui apprécient Friedkin d'ailleurs, je pense, dans tous les films qu'il a tournés ensuite, après French Connection et L'Exorciste, on va dire. Ce réalisme, ouais, je pense, avec le recul. Et qu'est-ce qui passe à un moment, qu'est-ce qui traverse à un moment l'esprit de quelqu'un comme toi pour se mettre à table pour le coup, c'est-à-dire regarder un peu ce qu'il y a derrière soi et puis se dire on va attaquer, on va écrire quelque chose autour de tout ça. C'est quoi le déclic? Ça met du temps. J'ai jamais eu la prétention de vouloir écrire un ouvrage ou quoi que ce soit sur peu importe qui. Simplement, encore une fois, c'est quand une obsession taraude, que ça dure, que ça dure, que ça dure, et qu'autour de soi, des gens nous disent, écoute, ça va, arrête, avec Friedkin, fais quelque chose, c'est pas possible. À un moment donné, l'idée prend vie, et des gens comme Pierre Julien nous disent, voilà, non, c'est bon, il faut le faire, quoi. Donc en silence, en silence, non. À un moment donné, on y va, quoi. C'est une nécessité, sinon on peut pas vivre tant de mois, tant d'années avec un seul sujet, quoi. Il faut vraiment que ce soit une nécessité, sinon c'est pas intéressant, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc ça remonte, l'obsession remonte à loin, la concrétisation a pris, je vais faire court, hein, ça a mis pas mal d'années quand même, avant de l'accepter aussi, pour moi, en premier lieu, je pense. Et voilà, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, sinon on fait rien de sa vie, je sais pas. On est. Moi, j'aime bien m'intéresser un peu à la cuisine interne des auteurs et des autrices, enfin, voilà, celles et ceux qui écrivent sur le cinéma. C'est une curiosité. Donc, tu peux ne pas y répondre et je comprendrai. Mais moi, ça m'intéresse, par exemple, de savoir, ça a duré combien de temps pour écrire ça? Et puis surtout, combien de fois? Combien de fois? Ok. Alors, l'écriture en soi, le premier jet, ça m'a mis 7 mois. 7 mois dans le sens où j'ai un job, donc c'était le soir. 7 mois. Réflexion évidemment au quotidien, donc je vis avec ça, 7 mois.
Et ensuite, le temps de digérer tout ça, de laisser reposer une première relecture, laisser à nouveau reposer, etc. Et à la fin, au moment où ça prend vraiment forme, un gros travail de 3 mois, je crois, pour vraiment finaliser la chose, être avec. Parce que du coup, il s'écoule 2 ans entre le moment où c'est parti et le moment où, 2 ans et demi même, où cela sort, ce qui est normal d'ailleurs. Donc à la fin, au, au dernier instant, c'est les dernières relectures ultimes. Je corrigeais, je crois, la veille où le manuscrit partait à l'imprimerie, je crois. Il y avait encore des petites choses, ce genre de choses. Donc c'est infini, mais à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, il Il y faut a, l'écriture, la digestion, le recul nécessaire. C'est difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était difficile d'avoir il m'a fallu quelques mois pour avoir un recul. Je sais même pas si j'ai encore un recul d'ailleurs sur ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Donc, entre le moment de départ et la fin, ouais, 2 ans, 2 ans et demi, ouais. Euh, pas d'écriture, mais de procédure, etc., quoi. De relecture. si tu me le permets, j'aimerais bien lire un extrait, c'est pratiquement vers la fin du livre, c'est page 119, mais celles et ceux qui vont m'écouter vont comprendre pourquoi. Lundi 7 août 2023, j'en suis aux dernières relectures du présent ouvrage. Pour m'éloigner un temps des démons et des damnés de la vie, je décide de sortir prendre un verre en compagnie d'une connaissance, professeur de philosophie à l'université. Mais le hasard n'existe pas. Il me parle de l'essai sur lequel il travaille, abordant le thème du sacrifice. Comme cet ami s'intéresse au cinéma et qu'il m'est difficile d'oublier Friedkin, même durant quelques heures, je fais référence à la petite Regan de l'Exorciste, crucifiée pour les péchés d'autrui, ainsi qu'au bébé de la nurse, dont la pureté est une offrande. Non, il n'y a pas de hasard, et c'est en rentrant chez moi, pour terminer les corrections du jour, que j'apprends le décès de William Friedkin à l'âge de 87 ans. Choc, tristesse, me revient alors en mémoire l'une des dernières interviews filmées du maître, vue il y a 2 ou 3 mois. Friedkin y apparaissait toujours aussi combatif, mais physiquement affaibli. Peut-être avais-je involontairement intégré l'image d'un homme prêt à rejoindre les ombres, lui qui clamait être déjà mort une première fois en 1980 d'une crise cardiaque, et que le diable n'avait pas voulu de lui. Alors il y a 2 choses dans ce très beau moment. La deuxième chose, c'est le diable, mais ça on va en parler après, parce que là, pour le coup, le diable, il est partout dans le livre, et on comprend pourquoi, pour quelle raison. Enfin, pour l'exorcisme, on sait, mais bref, on va en parler après. Non, moi, là où je veux en venir, c'est que la structure, comment tu as orchestré la structure du livre? Voilà, c'est ça. C'est un peu prétentieux à dire, mais il me fallait un scénario. Bon, l'écriture, pour moi, c'est comme la mise en scène. Mais avant de me lancer purement et simplement dans l'écriture, il me fallait un scénario. Donc, ça a été des constructions sur des blocs, au stylo. À la base, il y avait cette idée de non pas ausculter le mal, parce que c'est vraiment un thème friedkinien assez répandu. Friedkin, c'est le mal, on le sait. Mais de voir comment il s'infiltre dans chaque film de Friedkin, comment chaque personnage, quoi qu'il arrive, est corrompu malgré tout, qui a que ce mal s'insinue un peu de partout, même dans des films de Friedkin anodins entre guillemets, quoi. Donc ça partait de là. Et l'idée pour moi aussi, c'était que Friedkin a toujours oscillé entre réalisme et vraiment l'univers fantastique. On ne veut pas dire que les films de Friedkin soient des films tournés à la façon documentaire. Oui, il y a une part, c'est vrai, cela existe, cette part documentaire dans les films de Friedkin, mais il y a quelque chose d'onirique. Et particulièrement dans L'Exorciste, il y a aussi cette idée d'essayer de comprendre le mal d'un point de vue scientifique, par rapport à la médecine, à la psychologie, etc. Mais qui a quand même cet univers, cet incompréhensible, Dieu, l'Église, etc. Bon. Donc il y a ces 2 univers chez Friedkin, et mon idée pour moi, c'était de partir du point de vue le plus réaliste possible
prendre le mal chez certains personnages friedkiniens, un mal interprété de façon réaliste, et au fur et à mesure progresser pour aller vers le fantastique pur, en fait. C'est-à-dire que ça démarre vraiment du cinéma, l'exorciste, et au fur et à mesure, pour moi, l'idée, c'était aller de plus en plus vers le réalisme pour à la fin revenir vers quelque chose d'absurde qui est l'enfer au cinéma, en fait. Parce qu'on finalement, on est dans le cinéma, quoi qu'il arrive chez Friedkin, et c'était voilà mon idée. Comme ça, donc ça m'a donné une suite d'étapes qui me permettait aussi de garder un film ou deux par chapitre aussi. C'était important pour moi, quoi. Je voulais pas emmerder le lecteur avec 10 000 références chaque chapitre, quoi. Une séquence ou deux, trois films, pas plus, quoi. Comme ça, c'est plus agréable à écrire, d'une part, d'un vue un peu égoïste. Mais en tant que lecteur, enfin, même si j'aime bien faire l'ouvrage cinématographique, pour moi, c'était plus. Je me disais, ceux qui ne connaissent pas Friedkin, vraiment, je ne vais pas non plus résumer tout dans les détails, c'est embêtant. Donc, voilà. Essayer d'être le plus clair possible en prenant 2-3 films par chapitre, avec cette idée de progression et de retour, peut-être. Avec des bandes dessinées, peut-être. Je pensais à la bande dessinée aussi. Ces comics, par exemple. Ces romans d'horreur, comme ça. Pour alléger un peu le côté un peu lourd des thèmes. Dans un des chapitres, tu dis que Friedkin, contrairement à ses contemporains comme Scorsese, comme Coppola, tout ça, comme De Palma, tout ça, tu dis que lui, c'est pas le cinéaste cinéphile, c'est autre chose. Et moi, ça m'intéresserait que tu nous en parles un peu de ça pour qu'on prenne parce qu'on peut comprendre comme ça un petit peu ce qu'il a été dans le cinéma américain, dans tout ça. Peut-être de commencer par d'où il vient, lui, déjà. Alors, bon, tout le monde connaît un peu l'histoire de Friedkin, mais si on en reste au strict point de vue cinématographique, moi personnellement, j'ai toujours trouvé fascinant en gros, il arrive en même temps que Peter Bogdanovich et Coppola, quoi. J'ai toujours trouvé ça marrant de voir à la fois un cinéaste comme Peter Bogdanovich qui fait des films façon Howard Hawks, etc. Chaque film, il se dit je veux rendre hommage au grand maître Howard Hawks. Et d'ailleurs, il y a des films pas mal, hein, je trouve, de Bogdanovich. Et Coppola, pareil, qui lui, c'est la belle Gance. Enfin, bref, c'est Einstein, je vais réinventer la forme parce que voilà des purs cinéastes qui ont bouffé des images et qui savent comment faire, etc. Quoi. Le Friedkin, pas du tout, quoi, j'ai l'impression. C'est vraiment un mec qui tombe dans le cinéma par hasard, la télévision. C'est sa mère qui lui trouve un emploi. Il apprend son métier, il devient technicien, ça lui plaît, il peut gagner de l'argent. Mais évidemment, comme tous les cinéastes de sa génération, évidemment, quand il le voit 8,5, c'est un coup de foudre. Voilà. Évidemment, c'est Citizen Kane, qui est le film qui a le plus marqué Friedkin, mais qui a aussi le plus marqué, j'imagine, Coppola, Scorsese, De Palma. Bon. Et on le voit d'ailleurs dans ses 3 premiers films, d'ailleurs, où il fait son job. Il tourne des films, il est content de tourner des longs métrages. À un moment donné, il a fait beaucoup de télévision, mais donc il est content, mais il expérimente en même temps. Dans The Night That Raiden Minsky's, qui est un film qui a pour sujet les premiers clubs de striptease, on va dire. C'est pas du tout un sujet pour l'époque à Chicago, c'est pas du tout un sujet pour Friedkin. Il y a des numéros musicaux, on voit mal Friedkin tourner, voilà. Et d'ailleurs, c'est un autre cinéaste qui avait tourné ces films, tellement Friedkin n'était pas à l'aise du tout. Mais en même temps, à côté, quand il filme Chicago, c'est caméra au point, il y a déjà un style, il se passe quelque chose qui vient évidemment de ses premiers documentaires. C'est vraiment à partir de French Connection, je trouve que l'idée d'être un metteur en scène après Fellini, après Hitchcock, après Bergman, le taraude un peu. Voilà, c'est là où vraiment son talent s'accorde aussi avec son idée de là où il se place. En gros,
un peu plus tard, comme Coppola d'ailleurs, mais un peu plus tard. Et donc, à la base, ces vierges, c'est toute la rue, la famille, une mauvaise fréquentation, je pense qu'ils lui ont donné cette idée de la rue aussi, quand même, du direct. Page 15, tu écris ça. Tu écris William Friedkin semble s'intéresser à un film uniquement s'il présente un magma de déviance, scruté, documenté. L'analyse d'une telle œuvre ne peut donc se limiter au schéma rassurant de la psychologie et de la dramaturgie, mais plutôt à ceux forcément inconfortables du fait divers morbide et de la pulsion destructrice, obligeant les spectateurs à biffer de leur vocabulaire les termes de moralité, de jurisprudence ou de libre arbitre, au bout du chemin menant à Babylone la Grande, car Friedkin n'a jamais cherché qu'à représenter le diable de manière concrète. Friedkin est l'anti-John Carpenter, autre cinéaste de la démonologie, dans le sens où les voyages temporels, tu cites comme exemple Prince des Ténèbres en 87, et les fantômes d'outre-tombe, Fog en 80, ne l'intéressent pas. Ce qui rend Friedkin inclassable pour le coup, et tu le dis à un moment dans le bouquin, et par rapport aussi à ça, c'est qu'il y a une absence de rédemption. Et donc, comme il y a une absence de rédemption, on est, nous, spectateurs ou spectatrices, peu importe, on est perturbé par ce que l'on voit parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a toujours cette idée en tête de se dire que le cinéaste, on peut l'identifier à tel personnage, mais quand on s'aperçoit que ce personnage en question est souvent, par exemple, le personnage principal dans Police fédérale, toi dans Sorcerer ou voilà, dans celui-ci, par exemple. Et j'aimerais ce rapport, parce qu'en plus, quand on voit après comment se dessine la filmographie de Friedkin, les choses changent, évoluent peut-être aussi. Comment tu peux l'expliquer ça, cette absence de rédemption, cette manière qu'il a qui a un regard très moderne, parce que c'est un peu ce que l'on voit aujourd'hui souvent. Il y a quelque chose de très perturbant chez lui, et qui parfois l'a amené dans des films, dans des sillons un peu compliqués, où il a été taxé de beaucoup de choses, dont racisme aussi, avec l'enfer du devoir, par exemple. Enfin voilà. Et comment on peut expliquer tout ça? C'est la conscience du mal en soi, savoir qu'on a le mal en soi, en être conscient. C'est quelqu'un aussi qui est juif, donc sa famille a émigré, donc il y a la conscience de l'histoire avec un grand H aussi, d'où sa fascination pour les assassins, pour le meurtre gratuit, illogique, inconcevable et pourtant réaliste. Je crois que c'est l'histoire qui a toujours habité et en tant qu'être humain, je pense avoir lui-même senti des pulsions violentes. L'exorcisme de ses démons, je pense. Quant à la rédemption, il n'y croit pas aussi. Il n'y croit pas. Même si il en joue parfois aussi quand même un petit peu. Je veux dire, prenons Tony Van Dyne in LA, police fédérale à Los Angeles. Effectivement, il n'y a aucune rédemption dans le film puisque le personnage qu'on pensait être le héros du film, un agent fédéral, est en fait aussi pourri, voire 1000 fois plus que le supposé assassin traqué, William Dafoe, Rick Masters. Donc on peut voir effectivement un constat nihiliste, mais on peut voir aussi l'idée d'un cinéaste qui ne le dira pas, mais qui aime bien casser aussi les règles du genre. Donc quelque part, c'est nouveau de voir, à l'époque en tout cas, le film est sorti en France en 86, c'était nouveau aussi de voir un flic qui se comporte mal et qui n'est pas du tout qui ne commet que des mauvaises actions en fait. Donc d'un point de vue structure, narratif, il y a aussi l'idée de s'amuser avec les gens. L'Exorciste, c'était la première fois que quelqu'un pouvait faire un film comme celui-ci. French Connection, il avait l'idée, voilà, c'est la première fois que quelqu'un va filmer dans le lard
façon docu, le quotidien des flics de Chicago, quoi. Bon. Donc il y a beaucoup, il y a également cette idée, cette conscience du cinéma, malgré tout. Mais quoi qu'il arrive, il peut pas, il n'a jamais pu tourner un film trop rassurant non plus. Même quand il tourne des films plus légers, pour se racheter un peu auprès des grands studios, après certains échecs commerciaux, c'est acerbe. C'est, il y a quelque chose de négatif, quoi qu'il arrive, qui passe. Évidemment, beaucoup d'ambiguïté, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est présent en lui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Mais oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que aussi on peut être perturbé par le fait que, comme tu l'as très bien dit, certains personnages de ces films sont aussi déstabilisants, mais on s'aperçoit que Friedkin les aime, qu'il a beaucoup d'empathie pour ces personnages. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Oui, parce que je pense, personnellement, bah, Sorcerer, par exemple, à un moment donné, on les aime, les personnages. Les quatre principaux protagonistes ça commence mal, hein. Un terroriste, un petit truand qui cambriole une église, un PDG qui abandonne son épouse pour pas aller en tôle, et bon, c'est des personnages pas vraiment attachants, hein. C'est des petites frappes, bon. Et pourtant, au fur et à mesure de leur périple, à un moment donné, on a envie qu'ils s'en sortent, quoi. On est avec eux. Et ça doit être des pêcheurs, ils ont beau mériter leur tourment. Je pense que c'est aussi la position de Friedkin, qui aime bien leur faire du mal, quand même, parce qu'il s'acharne vraiment contre eux. Le démiurge, c'est le cinéaste. Mais en même temps, ça reste on s'identifie, malgré tout, à des êtres perdus, paumés, des êtres qui ont péché, selon le terme friedkinien, on va dire, mais qui n'en restent pas moins des humains, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est très difficile. Le mal dans Police fédérale Los Angeles, Tobey Maguire, également est hyper fascinant, parce que c'est fascinant un flic qui se comporte mal, donc on s'y attache, quoi qu'il arrive. Il y a un truc comme c'est un casse-cou en plus, qui pas tellement, on l'apprécie, même si on le voit de façon très très négative, on l'apprécie malgré tout. Euh, voilà. Dans Bug, également, on les aime à la folie, ces deux personnages qui acceptent leur folie, on a tellement de peine pour eux, parce que Friedkin a de l'empathie dans Bug, par exemple, dans ces deux personnages qui se consument, mais par amour, enfin, par nécessité d'être amoureux, parce qu'il y en a un autre. C'est quand même touchant. Sans regard compatissant, humaniste, ça devient froid et glacial comme la plupart des films européens que l'on voit aujourd'hui, quoi. Voilà, donc Friedkin, c'est chaud. On n'est pas chez tel ou tel cinéaste qui autopsie sans chair. Est-ce que les personnages chez Friedkin, finalement, ils luttent constamment pour admettre aux autres qu'ils existent? Ouais, mais dans le mauvais sens du terme. Ils prennent mal, hein. Par exemple, Rampage, le film Rampage. Là, je l'ai dit en version originale. C'est vrai que là, j'ai choisi l'extrême, hein. J'ai vraiment choisi l'extrême. Moi, j'ai un souvenir perturbant de ce film, vu sur Canal+, je crois. Je crois qu'il n'y avait que Canal+, qui pouvait montrer un film comme ça. Donc, c'est dans les années 80. Voilà. Et d'ailleurs, le film est difficile à récupérer. Et très, 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 très perturbant, ce film-là. Et bon, c'est intéressant de savoir, Friedkin, comment il se place quand il filme ça. Comment il se place quand il regarde ce personnage qui dit aussi j'existe à ma façon. Je crois que Friedkin, au moment de décider de tourner ce film, devait être très très désespéré. Parce que c'est quand même, à mon sens, l'un des films les plus durs à regarder des années 80.
c'est vraiment... tout est négatif dans ce film, tout est négatif. Là, c'est vraiment, je pense, le film le plus désespéré de Friedkin. Il n'y a pas une seule lumière. Les enfants sont morts avant même que le film ne commence. Les couples se séparent. Les, les individus fonctionnent, on ne sait même plus pourquoi ils fonctionnent de telle façon. Les mères protègent leurs enfants, mais elles ont conscience des atrocités commises. La famille est morte. Et parfois, elles sont tuées. Parfois, elles sont tuées aussi, les mères, dans le film. Les mères. Enfin, j'en pense une. Ouais. Oui. Il a fait ce film après Police fédérale à Los Angeles, donc, qui n'avait pas très bien marché commercialement. Donc, c'était un peu suicidaire aussi de se lancer dans un film aussi sordide. C'était Dino De Laurentiis qui avait accepté de produire le film de Friedkin. Bon, après, ça s'est très mal passé, mais ça, c'est une autre histoire. Et je pense aussi, peut-être que Friedkin se disait, si ça m'intéresse, ça va intéresser le public. Vu qu'à l'époque aussi, il y avait quand même les livres de James Ellroy qui commençaient à sortir en France. Il y avait un côté plus noir aussi parfois dans le polar qui se dessinait un peu plus que les blockbusters que l'on voyait à ce moment-là. Donc peut-être que pour lui, c'était le bon moment de faire un film de psycho killer plus proche de Toby Hooper que d'un slasher ou bon, c'est plus un film de procès en plus. C'est les films de procès. Bon. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, on ne peut pas tout dire malheureusement, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez dessus, vous tombez sur le site de Marest Éditeur et en même temps à la page dédiée. Il y a encore deux questions j'aimerais te poser. Il y en a une, c'est sur un chapitre où tu reviens sur un film qui fait partie aussi d'une période qui peut-être est un peu délaissée. Ce film, c'est Jade. Et cette période-là va nous conduire progressivement vers la fin où il y a toujours la même manière de voir le monde, la même manière de questionner la violence, le blasphème, etc., etc. Mais il n'y a plus cette grandiloquence au niveau du décor, au niveau des personnages, au niveau de tout ça. C'est comme tu le dis dans le livre d'ailleurs, tu dis tout est restreint. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qui fait que Jade, on a envie d'en parler, on a envie de le mettre de côté pour dire quand même ça fait partie d'une période importante. Et puis deuxièmement, cette volonté, ou pas, de Friedkin d'aller vers quelque chose de plus restreint. Alors déjà, première question. Le problème avec Jade, c'est que je l'avais vu en salle au moment de sa sortie. Le problème, c'est qu'il suit deux films mineurs de Friedkin. C'est vraiment la mauvaise période, on va dire, les années 90, le début des années 90. C'est pas une très bonne période pour Friedkin. En gros, il tourne, j'ai l'impression, ce qu'on lui propose. Il tourne La Nurse, The Guardian, qui n'est pas un navet non plus, n'exagérons pas, mais qui est très inférieur par rapport à Police fédérale ou Rampage qu'il avait fait auparavant, quoi. Blue Chips, etc. Donc, en France, le film Jade sort, il se fait démonter par la critique. Le film est un bide aux États-Unis, il est démonté par la critique américaine et quasiment toutes les critiques françaises le démolissent, à part positif, on va dire, qui avait été gentil. Bon, donc ça part mal, quoi. Et je vois le film en salle le jour de sa sortie et les premiers plans me happent. Cette maison me fait penser à l'Exorciste. Le premier plan de Jack, c'est une maison, de la brume, etc. Ça fait penser, on pense à l'Exorciste, quoi. Et pour moi, ensuite, tout le film se déroule de cette façon. Je vois les faiblesses du film, le scénario de Joe Terras, qui est qui est un peu calculé. Mais je vois aussi ce que fait Friedkin. Donc, je vois des éclats. Et je me dis, non, mais ça va, ce film est. J'ai toujours pensé qu'il y avait
autant de belles choses que de ratages dans ce film, Jade. Et c'est après, bon, d'un point de vue thématique, évidemment, on voit bien que ce qui a intéressé Friedkin, c'est ce côté possession sexuelle dans ce cas-là, particulièrement dans le cas du personnage joué par Lina Fiorentino. Donc, bon, il y a tout un côté, une femme avec 2 hommes qui la convoitent. Bon. Donc, il y a cet aspect-là, je trouve, qui est présent, qui m'a toujours intéressé, mais c'est d'abord d'un point de vue de la mise en scène. Moi, la première fois que je l'ai vu, il y avait des éclats de mise en scène qui m'avaient marqué, vraiment. Et ensuite, en revoyant le film, effectivement, en le revoyant de plus en plus à l'époque, je le rattachais à d'autres obsessions friedkiniennes. Mais d'abord, c'est la mise en scène, vraiment. Pour moi, c'est pas du tout Basic Instinct, que j'aime beaucoup, hein, de Verhoeven. Mais c'est écrit tous les deux par Joe Esteras, mais c'est vraiment le regard de Friedkin n'a rien à voir avec le regard de Verhoeven. C'est vraiment de façon de mettre en scène du film. Et on le voit bien dans Jade, je trouve. Même si le film, évidemment, a des faiblesses. Hein, le film a toujours été imparfait, quoi qu'il arrive. Mais son rejet à l'époque me paraissait injustifié. Et j'aurais pu, au fur et à mesure de mes revisions, me dire non, effectivement, oui, c'est un très mauvais film. Mais au contraire, à chaque fois que je revoyais Jade, comme Blue Chips, d'ailleurs, de Friedkin, parmi les films estimés, il y avait toujours. Je restais au même stade à ma première impression, en fait. Je voyais toujours les mêmes défauts, mais les mêmes qualités également. Bon. Et les qualités sont quand même aussi importantes, je pense, que les défauts de chez Friedkin. Voire plus. Et comme tu disais comme je disais dans la deuxième partie de ma question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, est-ce que c'est d'un point de vue économique, c'est-à-dire que les choses ne sont plus comme avant, ou c'est plutôt une volonté de sa part de, comme tu le disais, le mot que tu restreint, donc d'avoir des décors restreints, des personnages restreints, mais toujours de traiter de la même chose finalement. Et tu parles de 3 films, Traqué, Bug et Killer Joe. Ouais. C'est la Renaissance. Hein. Ouais. Il est plus libre, j'ai l'impression. Il retourne à la série B, au petit budget, petit décor, enfin 2-3 décors, 2-3 acteurs. Il retourne à ses débuts, en fait. Et Traqué, c'est un bel essai. C'est un film personnel, un peu commercial, mais où il retrouve le plaisir de mettre en scène une traque, en fait. Ce qu'il a toujours fait dans Cruising, par exemple, une traque, et qui dure l'intégralité du film. Donc, on retrouve un scénario qui lui correspond beaucoup plus en termes de mise en scène, et évidemment en termes de thématique. Et c'est effectivement à partir de Bug, où là, il est en osmose absolue avec son sujet, ses acteurs, et là, c'est la liberté totale qui correspond aussi à sa reconnaissance en France. C'est vraiment à partir de Bug que Friedkin en France est considéré comme un maître. Hein. Parce que c'est aussi un cinéaste qui se retrouve après avoir fait ce qu'il pouvait faire à Hollywood. Et encore. Les démons de William Friedkin, c'est édité chez Marest. C'est écrit par Jean Toris. Comme je l'ai dit au début de l'émission, on a du 0,01% de ce qu'il y a dans le livre. Donc maintenant, il faut être curieuse. Et puis, il faut cliquer sur le lien pour vous procurer le bouquin. Merci beaucoup, en tout cas, Jean, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un peu farfelues. Et tes réponses ne l'étaient pas. Et c'était en tout cas un plaisir de t'écouter. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my